Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle Digital Session d'Ephalia, donc découvrir la nouvelle version de MGDocs. Bonjour Joseph, bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Bonjour. Je vous invite comme d'habitude à poser vos questions via le chat, nous y répondrons en fin de présentation. Merci Renlaure. Nouvelle version Stéphane, je suis ravi que tu m'accompagnes pour qu'on puisse en discuter et présenter un petit peu à la fois faire un nouveau rappel de ce qu'on avait pu présenter par le passé et puis également montrer les petites nouveautés. Alors, attends, problème de slide, bouge pas, c'est bon. On commence par les objectifs de la refonte. L'idée de MGDocs, alors MGDocs, MGX, l'idée c'est de faire une nouvelle version de Multigest, puisqu'on avait du mal à la faire évoluer, et ce qu'on aimerait c'est quand même pouvoir vous proposer un logiciel qui reprenne quand même la richesse fonctionnelle de Multigest, mais qu'on puisse faire évoluer de façon pérenne. Et donc pour ça, on a refondu l'architecture du logiciel niveau technique. Et, ça a pas mal d'impact au niveau de l'exploitation, plutôt pour le mieux. L'autre objectif qu'on avait, c'était d'améliorer finalement, puisqu'on va vouloir faire évoluer le logiciel plus souvent, on va vouloir que vous puissiez le mettre à jour plus souvent. Et pour pouvoir le mettre à jour plus souvent, il faut que vous ayez une confiance absolue dans le fait que mettre à jour, ça va apporter du positif et pas de régression. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on a pris en compte vraiment comme objectif cœur. Revoir également la façon de penser le logiciel, peut-être avec des principes un peu plus modernes, notamment le fait d'avoir un moteur qu'on appelle API First, c'est-à-dire plutôt que d'avoir un logiciel qui est une interface graphique et un moteur entremêlé sur lequel on pose des web services, on a fait le choix de partir sur un moteur constitué exclusivement de web services qui va être utilisé par une interface graphique. Donc, avec pas mal de bonnes propriétés à faire ça. Une nouvelle interface graphique quand même, donc visuellement parlant. Et puis, s'est concentré sur 3 fonctionnalités principales pour essayer de les retravailler et de les rendre plus encore meilleures. Ces 3 fonctions, c'est la recherche, le contrôle d'accès et puis le workflow. Donc, où est-ce qu'on en est dans le plan? On a mis en production un premier client début de l'année sur un petit périmètre de traitement des factures et dont je vais vous faire la démonstration tout à l'heure pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. On est en train de poursuivre ces mises en production de clients, donc qui sont des nouveaux clients, sur du périmètre de traitement de factures. On a également, c'est les clients privés, on a également une commune, et nous-mêmes, Ephalia, nous sommes nos propres clients, nos propres testeurs, et nous sommes également concernés par ces mises en production. Et l'idée, c'est d'aller jusqu'à la fin de l'année pour cette fois-ci migrer un premier client, donc un client existant, qui pour le coup a été identifié. Il s'agit du département du 55, sur un périmètre assez restreint, mais déjà qui va vous parler, puisqu'on parle de délibération et de marché public sans connecteur. Donc le projet, ça y est, il est sur les bons rails, il avance, on respecte tous les jalons qu'on s'est fixés pour l'instant, et on est bien déterminé à poursuivre ça. On a quand même construit ce plan-là avec une logique, c'est de pouvoir mettre dans les mains le plus tôt possible le logiciel de vrais utilisateurs, plutôt que d'arriver et de vous mettre dans les pattes un logiciel qui en fait n'a pas fonctionné. Le moment où on va commencer à vous migrer le premier client, il y aura déjà 1 an de retour de fonctionnement du logiciel. Le moment où on va commencer à migrer d'autres clients et potentiellement vous, eh bien, on aura encore plus finalement d'heures de vol sur le moteur, sur l'interface, donc à la fois pour des problématiques de stabilité, des aspects de fonctionnement, de gestion de fichiers un peu exotiques, de problèmes d'encodage. Tous ces problèmes-là, on va essayer d'en capter le maximum, de les résoudre au maximum avant que vous puissiez migrer, mais également, puisqu'on parlait d'une nouvelle interface, corriger les problèmes d'utilisabilité qu'on aurait pu rencontrer. Voilà. Donc petit à petit, mettre le logiciel dans les mains des utilisateurs. C'est vraiment comme ça qu'on construit la feuille de route. Alors, sur quel périmètre on est conscient que Multigest, c'est un logiciel qui a une richesse fonctionnelle
phénoménal, on peut le dire, mais que quand on va vouloir le refaire, et c'est ce qu'on est en train de construire, on va pas pouvoir atteindre ce périmètre fonctionnel extrêmement étendu tout de suite. Donc c'est pour ça qu'on a décidé dès le début de venir le connecter à d'autres briques de manière à pouvoir rendre déjà des services de grands services à forte valeur ajoutée, avec éventuellement des choses qu'on ne faisait pas jusqu'à présent ou qu'on faisait pas pour tout le monde jusqu'à présent. Donc on a connecté 4 grandes briques. Il y a 4 grands modules dont je vais vous faire la démonstration juste après. Une brique de capture, qui est une brique de capture multicanal, c'est-à-dire qu'on va être capable d'aller chercher du mail, on va être dans le scanner, on va être directement des boutons dans un multifonction, ça peut être aussi une application mobile, ça peut être un répertoire réseau, voilà, ça peut être beaucoup de choses. J'évoque également Zapier, qui est un outil qui permet de se connecter aux écosystèmes, un plus applicatif qui permet de se connecter aux écosystèmes, notamment Google et Microsoft et également d'autres. Et puis qui va intégrer également de nombreuses fonctionnalités, à la fois de manipulation d'images, mais également de scellement, de lecture de code barre, voilà, et exclusivement à travers du paramétrage, à travers du clic-clic, qui est un point, vous allez voir, hyper important, de limiter en fait les besoins d'appeler un développeur pour pouvoir obtenir le résultat qu'on souhaite. La deuxième brique, c'est le workflow, puisqu'on voit bien que le pur stockage de documents, aujourd'hui, on n'en fait quasiment plus. On a des vrais besoins de collaborer autour du workflow, d'organiser la collaboration autour du workflow, autour du document. Et pour ça, on va s'appuyer sur le moteur Workey, qui est aussi un logiciel du groupe Efalia, qui va nous permettre de faire à la fois des workflows documentaires, purement documentaires, des workflows hybrides, avec un petit peu on va dire, de données un peu plus métiers, et des workflows totalement métiers sans documents. Workey, ça propose aussi de nombreuses fonctions de personnalisation des tableaux de bord, de l'affichage des informations. Ça mériterait une présentation à part entière si vous ne l'avez pas déjà eu. Là, l'idée, c'est qu'on va avoir de logiciels qui sont très bien connectés et qu'on va pouvoir utiliser l'un avec l'autre. La troisième brique, c'est une brique de l'ADRAD, dont la spécialité est, le principe est l'extraction et la classification automatique de documents. Et avec une particularité, c'est que on va avoir un mécanisme d'auto-apprentissage progressif de cette reconnaissance-là. Donc, je vais vous le montrer tout à l'heure à travers 2 cas d'usage, le traitement des factures et le traitement de la donne de frais. Mais l'intérêt de cette brique, c'est que demain, on pourra, à travers à nouveau du paramétrage, à travers des manipulations interface graphique, développer nos propres modèles de reconnaissance sur des documents divers, un CERFA, une police d'assurance sur un contrat, des contrats de travail, voilà, en fonction des besoins qu'on va pouvoir rencontrer, des courriers aussi, en fonction des besoins qu'on va rencontrer. Et puis enfin la GED, évidemment, avec les fonctionnalités que vous connaissez et les nouveautés qu'on va vous présenter. Je propose de passer à la démo. Stéphane, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des points en particulier qu'il faut qu'on aborde? Pas de questions à ce stade. Je pense que le visuel va aider. Très bien. Alors, je sors de la présentation PowerPoint, voilà. Et j'arrive sur un écran sur lequel, alors vous allez devoir vous projeter un petit peu. Imaginez que vous êtes dans un couloir et que vous êtes un gros multifonction. Et ce que vous avez là sur l'écran, c'est l'écran du multifonction. Donc vous avez un bouton Efalia et quand vous cliquez sur le bouton Efalia, est à votre disposition un ensemble d'actions possibles. Alors là, j'en ai 2 sur cet écran-là, mais je pourrais en avoir autant que je le souhaite à travers du paramétrage sur des scénarios de capture un petit peu différents. Donc en l'occurrence, moi, ce que je vais vous montrer là, c'est l'importation d'une facture avec un traitement déclenché automatiquement derrière. Donc je vais cliquer sur numériser une facture. Et là, je triche un peu parce que je n'ai pas de vraie multifonction. En principe, vous avez tout à fait la cinématique où je mets mon document ou mes documents dans le multifonction et je retourne m'asseoir à mon bureau pour traiter le document. Donc, c'est ce que je vais faire. Là, je bascule dans... je me connecte. Donc, je suis sur un traitement de facture, donc je suis comptable, d'accord, sur le petit scénario que je vous propose. Je me connecte à Workey et Workey me propose en tant que comptable la liste des factures que je dois traiter.
Donc, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais j'ai importé une facture de Copen & Co, donc qui vient d'apparaître ici en tant que facture à traiter. La première étape, c'est eh bien, renseigner les informations relatives à la facture. Donc là, j'ai de la chance, parce que, enfin, j'ai de la chance. Et la technologie de reconnaissance de l'ADRA que j'ai évoquée précédemment et qui permet d'extraire automatiquement des informations de la facture pour venir pré-remplir le formulaire ici des informations avec donc le fournisseur, les numéros de facture, les dates, les montants, la TVA, les montants hors taxes, les montants TTC. Et puis également le fournisseur. Alors le fournisseur, par exemple, ce qu'on fait, c'est qu'on s'appuie sur une base, un référentiel en fait, le référentiel du client, sa base de fournisseur, de manière à pouvoir extraire automatiquement toutes les informations. Vous voyez, si je veux modifier ça, par exemple, je vais prendre un autre fournisseur. Voilà, si je m'aperçois que je me suis trompé, eh bien, je vais pouvoir modifier. Les informations vont changer automatiquement sans les dupliquer puisqu'elles sont issues d'un référentiel. Donc ça, c'est la puissance de Worky couplée avec une technologie de reconnaissance. Là, je vous montre la facture, mais à nouveau, vous allez voir juste après, on parlera de justificatif de notes de frais, de dépenses, et puis, faut s'imaginer que ça peut être vraiment, alors je vais pas dire n'importe quel type de document, mais des types de documents extrêmement variés. Donc dans Worky, de la même manière que dans le Worky, on peut faire une petite observation. Attention, le montant ne correspond pas à la commande. Voilà, ne correspond pas à la commande. Et puis, de la même manière que dans Multigest, on peut, dans le workflow, avoir des groupes d'acteurs ou alors cibler un acteur en particulier. Là, par exemple, je vais une personne en particulier pour traiter cette facture-là. Et j'envoie. Voilà. Donc, elle disparaît de ma liste des tâches à faire, mais évidemment, je la retrouve dans les tâches en cours de réalisation. C'est juste que maintenant, c'est plus moi qui m'en occupe, c'est Jean-Daniel. Donc, je vais me connecter en tant que Jean-Daniel. Jean-Daniel. Oups, pardon. Jean-Daniel. Voilà, j'y arrive. Et me voilà, en tant que Jean-Daniel, j'ai la facture qu'on vient de m'envoyer pour une validation. Alors là, j'ai fait une validation simple. Hein. On pourrait imaginer que si c'est un montant supérieur à une certaine valeur, eh bien, on veut avoir un autre circuit de validation. On peut imaginer plusieurs façons de procéder. Vous voyez ici, on a adapté on peut plus modifier les valeurs, puisque là, on n'est pas en train de faire du contrôle sur les informations saisies. On est vraiment en train de traiter est-ce que la facture doit être payée. Hein. On est sur une autre étape. Donc, on va adapter l'interface des différentes informations avec les petites observations que j'avais eues tout à l'heure. Je voulais pas montrer, mais je peux également modifier le document directement comme vous le faites aujourd'hui dans Multigest, à savoir ajouter des tampons, ajouter des annotations, des commentaires. Ça, c'est tout à fait possible directement depuis cette interface. Voilà. Mais là, ce que je veux vous montrer, vraiment l'important, c'est qu'on a adapté l'interface de présentation au profil de la personne qui le valide. C'est pas obligatoire, on n'est pas obligé de le redéfinir à chaque fois, mais quand on veut pouvoir le faire, on peut le faire. Et l'autre point sur lequel je veux attirer votre attention, c'est que c'est un workflow qui est pas vraiment documentaire, parce qu'en fait, on a évidemment le document avec quelques informations qu'on va venir utiliser comme métadonnées du document, mais on a aussi plein d'informations qui, elles, sont purement comptables. Les informations, alors je n'ai pas saisi, mais les libellés d'écriture, les comptes comptables, ou des informations, par exemple, sur les montants, où je vais vouloir ici affecter des comptes analytiques sur différentes lignes de ma facture. Donc ça, c'est des choses qui sont plus métiers et qui ne sont pas vraiment faisables très facilement aujourd'hui avec la V9. Et grâce à Worky, on va pouvoir justement avoir des processus plus hybrides comme ça qui partent du document et dans lequel on inclut plus de métiers. Et bien sûr, on peut évidemment avoir des documents qui sont des workflows qui sont purement documentaires. Bon, à la fin, je valide, je dis qu'il est bon à payer. Et voilà, c'est terminé. Alors là, il s'est passé deux choses. La première, c'est qu'on a fait un export vers le RP comptable avec un connecteur standard. Et la seconde, c'est qu'on est venu classer le document dans la GED. Et si je tape le nom de mon fournisseur, je devrais retrouver ma facture avec ma facture fournisseur qui, elle, a été classée. Voilà. Et parce que c'est mon exemple de démo, vous voyez,
je retrouve en fait le même document Copen & Co qu'on utilise dans des bannettes, dans 2 bannettes différentes, ce qui permet eh bien, de montrer la recherche par mots-clés, qui est une recherche transverse dans toute la GED, qui est une nouveauté par rapport à Multigest V9. Donc voilà, j'ouvre mon document. La deuxième nouveauté que vous avez peut-être notée, c'est que j'accède au document directement. Je passe pas par un dossier, j'ai trouvé mon document directement. Donc on a cherché vraiment à restreindre, à réduire le temps entre lequel vous avez besoin du doc et dans lequel vous le trouvez. Voilà. Donc j'ai fait ma facture, j'ai traité ma facture. L'astuce ici aussi, c'est que vous avez vu, on est parti du MFP, on est passé par la reconnaissance, on termine dans la GED, mais concrètement, le document, il est dans la GED depuis le début. C'est-à-dire que pour toutes les problématiques de copie fidèle, typiquement, eh bien, ça va être traité, puisqu'à partir du moment où on capture le document, on va venir le déposer dans la GED. Donc, on bénéficie des fonctions GED, de la traçabilité GED de manière immédiate, et c'est le but, puisqu'on veut créer une piste d'audit fiable au plus tôt. Je vais vous montrer un deuxième exemple, alors plus rapidement, hein, je vous fais pas la totale, juste pour illustrer notre capacité à proposer des scénarios, des types de documents, des cas d'usage différents assez rapidement, en illustrant ça avec la reconnaissance de justificatifs de notes de frais et la constitution d'une note de frais de manière semi-automatique. Donc là, hop, je vais ouvrir la note de frais d'un salarié à remplir, d'accord ? Je vais faire un glisser-déposer. Alors là, je parlais d'application mobile tout à l'heure. Imaginez-vous que c'est plutôt fait avec une application mobile. Hop. Mais là, je vais faire pour les besoins de la démo. On peut avoir exactement la même brique de capture en fait. Voilà. J'ai importé mes justificatifs et vous voyez en réel, j'ai une reconnaissance des différents éléments. Donc je triche pas, hein, il a reconnu les infos et que je vais pouvoir donc voir doc à doc, vérifier effectivement, clashant, 10-20, alors ça c'est des pounds, mais voilà, c'est bien un repas, j'ai la date, ça c'est une vue salariée et même on peut avoir d'autres informations pour une vue par exemple validation qui va permettre de voir la TVA récupérée ou d'autres informations relatives vraiment au traitement du justificatif lui-même. Et à la fin, si je vais chercher, hein, je ne fous pas tout le truc, je sors mon document de démo, je retrouve la note de frais, une note de frais que j'ai mis dans un dossier note de frais, un dossier GED note de frais, et je vais retrouver tous les justificatifs et le petit récapitulatif qu'on voyait dans le formulaire Worky. Là, on a décidé qu'on allait le mettre dans un fichier Excel qui serait également stocké dans le GED. Donc, j'ai mes 4 briques mes 4 briques complémentaires, ma brique de capture multicanal, app mobile, MFP, scanner, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer, qui permet également de pré-traiter les documents. J'intègre ça directement dans la GED en le masquant à l'utilisateur, parce que finalement, dans les cas que je vous ai montrés, le point d'entrée, c'est Worky, où l'utilisateur va directement pouvoir traiter la donnée qui a été d'ailleurs préalablement, on lui a mâché le travail préalablement grâce à une brique de la DRAD. Et donc là, facture, note de frais, mais demain, on peut en ajouter d'autres de façon tout à fait efficace. Donc là, c'était un focus quand même sur les 4 briques donc, que j'ai évoquées. Je pense que ça vaut le coup que je fasse un tour dans la GED, puisque c'est quand même, on parle de MGDoc. Le but, c'est de vous montrer un peu plus la GED. Donc, j'avais commencé à taper une recherche tout à l'heure. Je vais vous en montrer une autre. Là, je tape Denis. Denis, c'est le nom d'un salarié. Donc, je trouve bien le dossier salarié Denis. Mais il y a également des documents dans ce dossier-là. Et j'ai les onglets comme ça qui sont rattachés également au dossier de Denis. C'est-à-dire qu'un document qui est dans un dossier, eh bien, les métadonnées du dossier vont devenir des critères de recherche sur les documents également. Ce qui me permet ici de taper Denis, mais généralement, je tape pas juste Denis, je tape Denis, par exemple, je veux son contrat. Voilà, je veux le contrat de Denis. Et je trouve tout de suite le contrat de Denis. Donc, plutôt que de passer par le dossier, de chercher le document dans le dossier, je vais pouvoir, à condition que j'ai les métadonnées, je vais pouvoir accéder à mon document directement. Et ceci à travers des mots-clés. Plus j'ajoute de mots-clés, plus ça restreint les résultats de recherche. Donc, en fait, avec assez peu de mots-clés, je peux arriver très, très vite à mon résultat. Ça implique quand même de savoir un petit peu ce qu'on cherche, comment le trouver, d'avoir une petite connaissance du logiciel. Ça ne permet pas non plus de faire des recherches de type montre-moi, je sais pas, toutes les factures du mois d'avril.
donc avec des dates, avec des entres, avec des montants supérieurs, inférieurs. Donc c'est pour ça qu'on a également une fonctionnalité que vous devez connaître, qui s'appelle donc la recherche par formulaire, qui fonctionne globalement comme ce que vous connaissez. L'ergonomie est un petit peu différente, mais c'est le même, ça fonctionne sur le même principe. Par exemple, je vais prendre la date, c'est après je sais pas, on va prendre à partir du 1er avril, j'ajoute un critère et on va prendre la date, hop, avant avant fin juin. Petite nouveauté, on est capable de faire du et du ou. Donc par défaut, évidemment, la plupart des requêtes de recherche, ça va être du et, mais on a débloqué cette petite possibilité-là pour vous donner un peu plus la main, pour éventuellement aller fouiller la GED et aller extraire des informations indépendamment de devoir nous appeler nous pour qu'on vous aide à le faire. J'exécute ma recherche et je trouve les différentes factures filtrées sur la date. Et là, je vais avoir, ça ressemble évidemment à ce que vous connaissez, avec des petits ajouts, par exemple, la possibilité de regrouper les informations en fonction d'un champ. Donc ici, j'ai glissé-déposé le fournisseur, j'ai dit groupe-moi les documents par fournisseur. Et ce que j'ai là, j'ai bien effectivement chaque facture qui est groupée par fournisseur. Là, je vois par exemple pour le fournisseur Scarpa, j'ai 3 factures. Voilà. Donc avec des petites fonctions en plus sur la capacité à retravailler finalement la page de résultats de recherche. Autre possibilité, dans le... Tiens, c'est bon. Ok, voilà. La possibilité, donc évidemment, de chercher les dossiers salariés comme je le fais aujourd'hui. Donc là, je vais chercher tous les dossiers salariés. Et ça, c'est fonctionnement similaire V9. Ce qui n'est pas possible en revanche, ou difficilement, c'est de dire, ah mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de lister tous les contrats de travail, en fait, indépendamment des dossiers. Et donc là, je vais pouvoir lister tous les contrats de travail, voilà, avec le salarié qui, lui, devient une métadonnée à ce moment-là du document. Donc, je peux lister tous les contrats de travail des différents salariés. Voilà. Donc, des fonctions de recherche un peu plus... on allait gratter un petit peu plus loin. Il en reste, on peut aller encore plus loin et on va le faire. Et c'est clairement ça fait partie des nouveautés dont je parlais sur la partie recherche de ces différentes fonctionnalités. Alors, je vous en montais encore une de fonction, alors qui n'est pas une fonction de recherche directement, mais qui est une fonction assez intéressante. Pour ça, il faut que j'ouvre un dossier. Voilà, je retourne dans le dossier de Denis. Et vous l'avez peut-être remarqué ici, j'ai un contrat de travail, j'ai plusieurs bulletins de paye. Et si vous vous souvenez bien, en V9, on a bulletin de paie 001.pdf, 002.pdf, etc. avec la possibilité d'ajouter à droite, en bleu, certaines métadonnées pour pouvoir discriminer les documents. Donc là, cette fonction-là, on l'a changée, on l'a modifiée, de manière à ce que vous puissiez paramétrer en fait le nom du document. Donc le nom est complètement dynamique et il est calculé en fonction des métadonnées. Je vais vous montrer tout de suite le paramétrage, histoire que vous voyez à quel point c'est simple de changer ce paramétrage-là. Plan de classement. Je sélectionne le bulletin de paye. Hein, c'est très V9, on n'a pas bougé beaucoup de choses. J'ai une métadonnée, donc période, sur le bulletin de paie, c'est tout. Et là, j'ai déterminé le format de nommage du document. Donc, je veux qu'il y ait le nom du gabarit, bulletin de paye, un tiret et la période. Okay. Si j'avais d'autres métadonnées, je pourrais ajouter d'autres métadonnées. Et là, par exemple, je veux pas qu'il y ait de tiret, je veux juste qu'il y ait un espace. Je change, j'enregistre. Voilà. Et si je reviens sur mon dossier, et je pense que vous avez peut-être noté, mais je suis dans 2 onglets du navigateur, ça pose pas de problème. J'ai pu très facilement passer de l'un à l'autre sans faire beaucoup de clics pour retourner là où j'étais. Donc, dans les tests de paramétrage, c'est très intéressant. Eh bien, en chargeant la page, voilà, le tiret a disparu ici. Donc, je peux à la fois utiliser des métadonnées, à la fois mettre du texte arbitraire. Vous avez à la fois la liberté, la flexibilité de préciser, de personnaliser le format du nom du document, et en même temps, ça reste très structuré puisque ça va s'appuyer sur les métadonnées. Donc, on a un petit peu le meilleur des deux mondes, d'un plan de classement structuré et un peu rigide, et en même temps des fonctions de personnalisation. Et la fonction du nom du document, évidemment, quand je vais vouloir télécharger le document, voilà, le nom du document que je vais télécharger ou que je vais envoyer par mail est toujours bien le nom dynamique de ce document-là. Donc, on a un vrai nom de document qui va le suivre partout, qu'on peut comme ça paramétrer. Ça, c'est une fonction que, quand on la montre, qui est hyper intéressante. On va aller encore un cran plus loin, et je vous en parlerai après dans la feuille de route, dans la conception et la construction du dossier.
Mais ça, c'est pour un peu plus tard dans la présentation. La dernière fonction que j'avais envie de vous présenter, alors on en a plein d'autres, hein. On parle de Bannet, on a des journaux de traçabilité. Allez, je vais faire un petit zoom dans les journaux de traçabilité juste pour vous évoquer le journal des tâches, qui est en fait un log d'opérations techniques qui ont lieu. Donc plutôt que d'aller chercher sur le serveur des fichiers de log un peu techniques et pas forcément très lisibles, et bien on va autant que possible, hein, bien sûr, chercher à les faire remonter l'information comme une fonctionnalité du logiciel lui-même. Dernière fonction dans les bannettes. Donc pareil, les bannettes, a priori, vous devez reconnaître le système de fonctionnement. On a ajouté une fonction qui permet de préclasser le document. Alors qu'est-ce que c'est le préclassement du document? Quand vous faites classer un document, vous avez la possibilité, comme en B9, hein, vous choisissez d'abord, vous dites ce que c'est. Alors là, mettons que c'est un bulletin de paye. Comme un bulletin de paye, c'est rattaché à un dossier salarié, il faut que je sélectionne le dossier salarié. Voilà, Denis. Et il y a une métadonnée, donc il faut que je saisisse la métadonnée. Donc là, je dois être en juillet 2020, si je me rappelle bien. Et plutôt que de faire classer, j'ai une nouvelle option ici qui s'appelle enregistrer, qui va me permettre de ne pas aller mettre le document dans l'armoire et de conserver le paramétrage qui a été fait, les métadonnées qui ont été saisies. Et je ne suis pas obligé de toutes les saisir, même les métadonnées obligatoires. Donc là, j'ai pas saisi la période qui est obligatoire, donc je ne peux pas classer le document. Par contre, je peux l'enregistrer. Et quand je reviens dans ma bannette, j'ai un indicateur qui appartient, là, le petit point bleu. Et si je déplace le document dans une autre bannette d'un collègue, lui, quand il va venir réouvrir le document et qu'il va vouloir le classer, plutôt que de partir d'une page blanche, il va avoir juste à saisir la métadonnée manquante pour le classement du document. Et à ce moment-là, il pourra classer son document. Voilà. Donc, nouvelle fonctionnalité qui illustre, je pense, que le document, quand il rentre dans la GED, c'est vraiment un objet, peu importe d'où est-ce qu'il arrive, peu importe qu'il soit en bannette, qu'il soit classé, etc. C'est un document, il a un identifiant unique et on va pouvoir le manipuler entre les bannettes et l'armoire avec une notion de document classé ou pas, ce qui n'empêchera pas de commencer à enrichir les métadonnées dans la bannette et donc de déployer, d'ouvrir ces possibilités-là de petits finalement de processus de classement du document, être capable de l'échelonner sur plusieurs étapes, la saisie des métadonnées par exemple, plutôt que de devoir le faire lors du classement du document uniquement. Je pense que c'est tout ce que je voulais vous montrer sur la démo. Alors on va encore faire un petit point sur j'ai un petit point à vous montrer sur une slide sur les choses qui ne sont pas visibles. Puisque là, dans ce que vous voyez, il y a des choses sous le capot qui ont quand même changé et qui ont changé pour le mieux. Donc la première, c'est qu'on a ajouté beaucoup de tests automatisés à la fois sur le moteur et à la fois sur l'interface graphique. C'est-à-dire qu'on a un robot qui simule des clics et on l'a travaillé sur les parcours principaux d'utilisation de manière à ce qu'on puisse vérifier qu'à chaque fois qu'on modifie le code, à la fois le moteur, son comportement ne change pas, il fonctionne toujours de la même manière, et également l'interface graphique, qu'on n'ait pas cassé une fonctionnalité. Donc, une emphase importante portée sur la qualité dès le début, dès la première ligne de code, de manière à vous garantir la promesse que j'ai évoquée tout à l'heure, à savoir une fiabilité à toute épreuve. Ça passera entre autres, et notamment par l'automatisation d'une batterie de tests qui est jouée systématiquement à chaque modification sur le code. Voilà. Donc, ce qui va nous offrir de belles garanties. L'autre point, et qui est en fait un des points les plus importants, c'est que soit l'installation ou la mise à jour du logiciel, c'est totalement automatisé. On a des scripts d'installation et de mise à jour qui vont permettre, je ne l'ai pas montré dans l'interface, mais j'aurais pu, permettre de mettre à jour le logiciel en un clic dans l'interface graphique. Donc, c'est vous qui allez décider quand vous mettez à jour le logiciel, pardon. C'est vous qui allez vraiment contrôler ça sans nécessité d'intervention de la part d'un technicien, que ce soit d'Efalia ou que ce soit de votre organisation.
Deux autres points également, on a un système de remontée d'erreurs centralisé, ça veut dire que on va être au courant de quand il y a des erreurs avec du contexte technique sur ces erreurs-là, ce qui devrait beaucoup faciliter les opérations de support et éviter des allers-retours entre d'un côté vous constatez un problème et vous essayez de nous donner les informations, et de l'autre on doit intervenir sur votre instance pour être capable de comprendre d'où vient le problème plus précisément. Donc éviter ces allers-retours qui sont une perte de temps et qui n'ont pas beaucoup de valeur dans le traitement de votre incident. On le fait parce qu'on va être capable de remonter les infos de chez nous directement. Et puis le dernier point, qui est donc optionnel, hein, je précise bien, c'est qu'on va aussi collecter des données d'usage sur le logiciel pour mieux comprendre comment vous l'utilisez et donc aussi mieux ajuster son fonctionnement. Je précise donc 3 points hyper importants là-dessus. Le premier, c'est que c'est compatible RGPD parce qu'il n'y a aucune donnée personnelle qui est collectée, zéro, même pas un bout d'adresse IP, rien du tout. Il n'y a aucune donnée métier qui n'est collectée, ça veut dire vos données à vous, ce que vous saisissez dans le paramétrage, les noms d'armoires, les recherches, les méta, tout ça, même les noms de métadonnées, en fait, il n'y a aucune donnée qui est collectée chez vous. On va s'intéresser uniquement à un document a été classé, un document a été trouvé, il y a une recherche qui a été déclenchée, il y a 4 mots-clés dans la recherche. Voilà. La seule information identifiante qu'on a, c'est qu'on la rattache à un code client. On sait chez quel client ça s'est passé. Et évidemment, toutes ces informations déjà sont les données elles-mêmes sont hébergées en Europe et également c'est désactivable. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait décider de ne pas accepter qu'on collecte des données. Voilà. C'était ce que j'avais envie de vous dire sur la partie moteur sous le capot du logiciel. Il y aura peut-être des questions là-dessus, on pourra en revenir dessus après. Un petit point quand même sur la suite, puisque je vous ai dit qu'on avait un plan et que jusqu'à présent, ce plan-là, on arrivait en tout cas depuis plus d'un an maintenant, depuis 1 an et demi, on arrivait à le tenir, tous les jalons qu'on avait posés. Donc quel est le prochain jalon? Le prochain jalon, c'est la fin de l'année. Alors première grosse fonctionnalité qu'on va vous proposer, c'est ce qu'on appelle l'arborescence dynamique, c'est-à-dire dans le plan de classement d'un dossier, être capable de grouper automatiquement des documents en fonction de la valeur d'une métadonnée. Par exemple, vous voulez, je sais pas, dans le cadre d'un dossier RH, vous avez des arrêtés ou des bulletins de paye, eh bien, être capable, au lieu d'avoir tous les documents les uns en dessous des autres, être capable de les regrouper par année. Donc avoir un dossier bulletin de paie avec dedans un dossier 2021, un dossier 2020, un dossier 2019, et voilà, jusqu'à dans l'historique du salarié, et à l'intérieur les 12 documents. Donc être capable de faire ça uniquement à travers du paramétrage, hyper simple d'ailleurs, dans l'administration. Donc sur des valeurs de texte, sur des listes de valeurs prédéfinies, hein, c'est le nouveau nom des champs dictionnaires, également sur des dates, et les dates, c'est pas juste la date jour, mois, année, hein, ça peut être l'année, ça peut être l'année avec un deuxième niveau qui sera le mois aussi, on va être capable de faire ce genre de choses. Et puis évidemment, alors non, c'est pas évident, mais également la capacité de trier les documents sur une métadonnée, puisque souvent on a, par défaut, les documents sont classés en V9 par date de classement, d'entrée dans le dossier, qui est un très bon critère par défaut, mais qui parfois, notamment quand on a des critères de date, n'est pas toujours le meilleur critère. Par exemple, je pense aux arrêtés, parce que l'arrêté, il y a une date de prise en compte qui peut être différente de sa date de classement, et ça provoquait des tri qui n'étaient pas très très bons. Là, on va être capable de préciser finalement le critère de tri à travers du paramétrage. Donc, première fonction, arborescence dynamique, qui est une nouvelle fonctionnalité et que j'aurais adoré pouvoir vous montrer cet après-midi, mais on est en train de travailler dessus en ce moment même. Voilà, c'est la prochaine à être ajoutée. La deuxième fonctionnalité importante, c'est le lien entre les dossiers et les documents. Donc c'est ce qu'on appelle en V9 lien interarmoire. L'idée, c'est qu'on veut pousser le système plus loin, on veut aller un cran plus loin dans la capacité à créer ces liens-là. On continue à pouvoir faire des liens entre dossiers, on aimerait pouvoir faire des liens aussi entre documents. Les liens actuellement sont automatiques. On réfléchit également, alors ça c'est, je mets du conditionnel, mais on réfléchit également à la possibilité de le faire avec des liens manuels, capable de vous recréer des liens en disant ces deux documents-là, je veux qu'ils soient liés l'un avec l'autre. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir personnaliser un petit peu la présentation d'un dossier dans lequel il y a des liens. Par exemple, de dire, je sais pas, les dossiers procédures, quand on est dans le social, qui sont reliés à un bénéficiaire, les dossiers procédures, actuellement, ils sont en bas, sous le des bénéficiaires. Là, on pourrait les mettre en haut,
en première position, peut-être séparer en deux entre ceux qui sont ouverts, ceux qui sont en cours de traitement, ceux qui sont traités, et éventuellement faire des regroupements sur une date ou sur une métadonnée, peu importe laquelle en fait, ce qui s'appuierait sur les mêmes fonctionnalités d'affichage, d'arborescence dynamique que je viens d'évoquer. Voilà. Donc des nouveautés et on reprend quand même ce qui marche très très bien et ce qui est vraiment très utilisé partout dans Multigest, et on pousse un cran plus loin parce qu'on croit vraiment que c'est un vrai levier pour vous proposer de belles arborescences, une belle expérience de recherche et consultation. Et puis j'ajoute d'autres fonctionnalités qui sont un petit peu moins impressionnantes, on va dire, ou un peu moins visuelles, mais qui sont nécessaires. Hein. On est conscient des manques du logiciel, la prise en compte d'un annuaire LDAP, ce qui n'est pas le cas actuellement, avoir du SSO avec Worky. Hein. Vous avez vu, je me suis connecté 2 fois sur les logiciels, pour ça que le gommer complètement, avoir un annuaire partagé. Gestion des fichiers volumineux, actuellement on peut pas mettre des fichiers de 200-300 mégas, ça ne fonctionne pas, ou alors ça ne fonctionne pas avec la fonction de recherche sur le contenu. Et donc là, c'est des choses qu'on va améliorer. Et puis évidemment, je vous ai parlé des connecteurs avec les 4 briques, enfin les 3 autres briques. On va continuer de développer ces connecteurs-là et de les améliorer, puisque à nouveau, on pense que la valeur de MGDoc, c'est à la fois dans les fonctions que je viens d'évoquer, hein, des nouvelles fonctionnalités que éventuellement la V9 ne propose pas, mais également dans sa capacité à se connecter avec d'autres briques un peu plus spécialisées, et qui vont apporter une valeur ajoutée extrêmement importante à la GED elle-même. Voilà. Et enfin, il y a une autre fonction qui est quand même très très importante, qui est le système d'habilitation avancée, sur lequel on a beaucoup travaillé en conception, sur lequel on a sollicité pas mal de nos clients aussi pour vérifier que c'était bien ça qu'il fallait faire et qu'on avait vraiment de bons résultats. Désormais, il va falloir le mettre en musique, c'est des choses qui sont complexes, donc on va le commencer pas trop tard pour pouvoir vous proposer ces fonctionnalités-là dans les semaines qui viennent. Voilà, j'ai terminé ma présentation. Je vous propose de clôturer la séance. Merci Renner, merci Stéphane. Merci à tous, bon week-end. Bonne journée à tous. Merci à tous les deux. Bonne journée.